Bonsoir et bonjour à ceux qui nous suivront en rediffusion, mesdames, messieurs. Très heureuse de vous savoir très nombreux, en train d'attendre notre rendez-vous d'actualité. C'est déjà votre émission qui commence. Cette actualité reste dominée par le dialogue national très attendu, le processus électoral, mais aussi l'interprétation de l'article 70. Finalement, est-ce que le président de la République doit rester en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu ou pas? C'est donc là l'actualité, mesdames, messieurs. Ces sujets d'actualité seront débattus ici avec Monsieur Patrick Mouyaya. Il est député national du Palou, élu de la FUNA. Monsieur Mouyaya, bonsoir et bienvenue. Comment allez-vous? Bonsoir Madame Barbie. Moi je vais toujours bien. J'espère que c'est le cas pour vous. Monsieur Mouyaya, vous parlez très rarement, il faudrait le dire. Je vous ai jamais reçu d'ailleurs dans mon émission. Merci d'avoir finalement répondu à mon invitation qui a duré presque 5 ans, il faudrait le dire. Votre silence se traduit par quoi? D'abord, c'est un plaisir de venir sur votre plateau. J'ai juste l'impression qu'on doit nous inverser des rôles pour que je sois celui qui vous pose des questions. Mais malheureusement, les jeux ne sont plus les mêmes depuis quelques années. J'ai choisi de ne pas pêcher, justement, puisque ceux qui m'ont suivi pendant la campagne se souviennent de ma phrase la bouche qui parle beaucoup pêche. Et j'ai constaté, fort malheureusement, que le politique congolais, en grande partie, nous voulons beaucoup parler et peu faire. Nous privilégions l'action de terrain, l'action souterraine plutôt que le bruit. Je pense que c'est plus utile pour le peuple de savoir qu'il y a des gens qui travaillent plutôt que de voir des gens qui parlent et qui ramènent des discours qui ne sont pas toujours vrais. C'est quand même paradoxal, hein? Vous étiez candidat et une obligation d'un candidat, c'est de parler, de séduire ses électeurs, mais vous avez quand même opté pour le silence. Non. Et en étant député, c'est d'ailleurs obligé pour vous de parler à l'hémicycle. Ça dépend de ce que vous appelez silence, puisqu'il y a des silences parlants. Silence peut-être du point de vue des médias, mais pas silence du point de vue de mes électeurs, puisque c'est un contact permanent que nous avons gardé, d'abord pour parler du pays, ensuite pour parler des priorités que sont les nôtres, puisque bon, il y a toujours cette forme de théâtralisation de la vie politique. Moi, je viens des médias comme vous, j'ai toujours considéré que nos médias n'étaient pas comme ils devraient être au diapason des défis qui attendent le pays. Les défis qui attendent le pays aujourd'hui, c'est les développements. Comment on les développe? Comment on fait que nos femmes bénéficient de tout ce que le droit que nous avons ourdi prépare pour elles? Comment nous assurer que nos jeunes enfants ont accès à une très bonne éducation? Comment assurer que nous nous adaptions à l'évolution des nouvelles technologies de l'information et de la communication? Ce sont autant des priorités, mais qui ne font pas toujours l'objet des débats au niveau politique ni au niveau médiatique, puisqu'ici, c'est essentiellement une querelle des positionnements. Puisqu'on veut devenir tel, on veut devenir tel, nous n'attaquons pas les questions de fond, et c'est qui me conforte à l'idée de penser qu'il existe un fossé très grand entre nous, élites, et ceux qui nous donnent le mandat. Puisqu'ils sont en train de nous attendre sur des priorités, et des priorités sur lesquelles nous ne travaillons pas autant que nous devions travailler, puisque nous voulons d'abord nous satisfaire. On reste dans votre silence mystérieux, Patrick Mouyaya, mais on ouvre une parenthèse pour parler de votre engagement dans la jeunesse, c'est-à-dire soutenir les jeunes, l'évolution de la jeunesse. Pensez-vous que vous faites bien votre travail, justement, de soutenir les jeunes, ou vous voudriez quand même avoir un poste de responsabilité qui pourrait, bien évidemment, vous permettre à élargir vos actions? Madame, je suis députée nationale, j'ai été élu à 29 ans. Je crois que c'est, pour un parcours, c'est quand même assez appréciable. Je suis dans une position où je dispose de certains leviers d'action pour lesquels il faut travailler. Pourquoi la jeunesse? Puisque l'avenir s'y trouve, madame. Vous savez, demain se prépare aujourd'hui. Ce que vous êtes aujourd'hui, c'est ce que vous avez accumulé dans votre background quand vous étiez à l'école primaire, secondaire et tout ce que vos parents vous ont enseigné. Qu'est-ce que nous faisons pour nos jeunes aujourd'hui et pour quels résultats demain? Il faut faire cette petite prospective pour voir qu'aujourd'hui, les jeunes Congolais, où est-il, que fait-il, qu'est-ce qu'il occupe? Et nous, on essaye pour le peu que nous pouvons de dire aux jeunes, de leur donner la foi en eux-mêmes et dans leurs capacités. C'est le plus important pour vous. Vous vous sentez confortable de mener cette démarche de soutenir les jeunes
ou vous vous sentez quelquefois limité? Non, ça veut dire que c'est clair que nous sommes limités puisque nous n'avons pas toujours les moyens dont nous avons besoin pour travailler effectivement. Mais moi, je considère que les moyens n'est pas la raison qui doit justifier une non-action. On essaye de travailler du mieux qu'on peut. D'ailleurs, en début de cette semaine, j'ai parrainé le tournoi des génies en herbe 2015-2016. Moi-même, je suis venu de là. Aujourd'hui, je suis passé par où vous étiez, journaliste, où vous êtes plutôt. J'ai été journaliste, j'ai été conseiller à la primature et je suis devenu ce que je suis devenu en grande partie pour ce que j'ai accumulé alors que j'étais encore élève. J'avais 15 ans, il existe encore des vidéos à la RTNC et j'ai parrainé par exemple cette initiative puisque je considère que cela représente un créneau sur lequel le pays peut tirer des dividendes demain. Ce n'est pas seulement dans les génies en herbe, mais c'est dans beaucoup d'autres activités que nous menons avec mes équipes. Vous venez de relater d'une manière brève, bien évidemment, votre parcours. Journaliste, conseiller politique, aujourd'hui vous êtes sur la scène politique. Est-ce que la situation politique en RDC a-t-elle évolué finalement? Je crois que d'abord c'est ma perception qui a évolué, puisque la perception que j'avais quand j'étais comme vous n'est pas la perception que j'avais quand j'étais au cabinet du Premier ministre, encore moins celle que j'ai comme député. Mais je note le pays a suffisamment avancé dans la quinzaine d'années que nous venons de passer. Il faut regarder par où on a commencé. Sous la houlette de Joseph Kabila. Mais bien sûr, à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Je crois que le président Kabila a bien joué la partition. Si vous regardez le point de départ 2001 à 2003, il a bien conduit les processus de transition qui consistaient à réunifier le pays. Après, il y a eu l'aboutissement à Sun City, c'était très bien. En 2006, la période de transition a été bien conduite et qui a abouti à des élections plurielles. C'est d'ailleurs grâce à ces élections que le patriarche Antoine Gizenga, le secrétaire général de mon parti, a été réhabilité par l'histoire, puisque lui, qui disait toujours que le peuple vaincra, le peuple a vaincu au moment des élections de 2006. C'est ce qui a été observé en 2011. Le processus de la démocratie. Mais les processus de la démocratie, c'est ce qui a été vécu en 2011. Et donc, les pays ont fait suffisamment des pas au niveau politique, mais on a fait suffisamment du pas au niveau économique, mais pas assez. Puisqu'aujourd'hui, quand vous regardez les fossés dans lesquels le pays s'est trouvé et où nous sommes aujourd'hui, on a fait des bons, mais c'est des bons qui ne sont pas perçus par le peuple. C'est ce qui explique, par exemple, le nervement du peuple lorsque nous parlons constamment des progrès économiques, des stabilités des cadres macroéconomiques, et que le peuple ne remarque rien sur son assiette. Le peuple nous en veut, et avec raison, puisque nous avons peut-être avancé au plan de chiffres, mais nous n'avons pas suffisamment avancé au plan de la réduction de la pauvreté. On va y arriver, Patrick Mouyaya, on reste dans votre silence. Un autre acteur politique majeur, je cite le président de la République, qui aime le silence, comme vous. D'ailleurs, son silence est décrié par plusieurs personnes qui pensent qu'il a tort de rester silencieux. Pensez-vous qu'il a raison? La bouche qui parle trop pêche aussi. Si le président de la République parlait, réagissait dans des situations urgentes d'ailleurs, auxquelles on l'attend, qu'il puisse communiquer, il ne le fait pas. Pensez-vous qu'il a raison de faire comme vous, Patrick? Je crois que le président de la République a dit un jour que si vous ne croyez pas en mes mots, croyez au moins à mes actes. Il y a plusieurs manières de parler. On peut parler en posant des actes qui parlent d'eux-mêmes et on peut parler en tenant les discours. Les présidents de la République ont les tempéraments qui a le sien. Et je crois qu'il a sa manière de communiquer de manière silencieuse, mais après, ça dépend sur quoi on veut l'entendre. Ça dépend de quelles questions nous avons à table et nous avons besoin de la réaction du président de la République. Je crois que lui, c'est l'homme le plus informé de nous tous. Je crois que lui, c'est l'homme qui est le premier à connaître toutes les attentes de la population. Il a son canevas. Je crois que le moment venu, si les gens veulent qu'il s'exprime plus, je pense qu'il les fera à son temps et à son tempérament. Et aujourd'hui, le débat actuel, vous le savez, c'est son départ. Le point que précise la Constitution par rapport à son mandat, il doit partir nécessairement et obligatoirement selon la Constitution en 2016. Patrick Mouyaya, pensez-vous que c'est important que le président de la République puisse s'exprimer pour apaiser les esprits? Les présidents de la République n'ont jamais dit le contraire. Je crois qu'aujourd'hui, les débats sur les départs d'Obama n'est pas un débat qui peut se poser au niveau de la classe politique américaine, au regard des signaux qu'Obama envoie, des signaux démocratiques, républicains qu'Obama envoie. Puisque les règles sont connues. Et aujourd'hui, je ne pense pas que le président Kabila est obligé de s'exprimer alors que la Constitution, qui est la loi mère qui guide
la République, qui a été d'ailleurs promulguée par lui au 18 février 2003, je pense, qui est perçue comme l'une de ses plus grandes œuvres. Je crois que le président de la République n'est pas obligé de suivre forcément le courant, la mode de la République de la Gombe, comme pour paraphraser un diplomate. Le peuple doit constater son départ au regard de la Constitution, en respectant la Constitution. Je crois que les conditions du départ du président de la République sont connues et définies par la Constitution. Et il faut regarder aujourd'hui, est-ce que ces conditions sont réunies ou pas? C'est peut-être par là qu'il faut agir. Mais je crois que le souci du respect de la Constitution, qui a été plusieurs fois répété par le chef de la majorité, qui se trouve être le président de l'Assemblée nationale, c'est un souci qui est communément partagé au niveau de la famille politique. Et de mon point de vue, il faut attendre les jours à venir. Ils pourront être très déterminants. Agir et non parler. Patrick Mouyaya, vous communiquez très très rarement, mais on vous voit d'abord poser et faire deux questions écrites. Premièrement, d'abord, on va parler de celle écrite au ministre des Affaires étrangères au regard de la situation sécuritaire des Congolais vivant à l'étranger. C'est quoi exactement? D'abord, vous savez, nous les députés parlementaires, nous disposons de plusieurs outils pour contrôler le gouvernement, en dehors du fait que nous élaborons les lois, mais on a les prérogatives, et cela à travers des questions orales, des questions écrites, des questions d'actualité, interpellations, motions de défiance, motions de censure. Je vous épargne de ces généralement, on connaît des motions de défiance, questions orales avec débat et tout. Patrick Mouyaya, qui communique très rarement, vous choisissez encore la voie discrète. Je communique très rarement par les médias, mais je crois que, par exemple, quand il y a eu, il y a quelques années, la forte expulsion de nos compatriotes à Brazzaville, le ministre des Affaires étrangères a été invité à s'expliquer à l'Assemblée nationale autour d'une question d'actualité. Je crois aussi, si vous vous souvenez, que j'ai fait un débat de fond avec le ministre du Plan au sujet de la planification démographique, puisque moi je suis de ceux qui pensent que l'évolution démographique de notre pays pose problème par rapport à notre capacité de prendre en charge la population. On n'en parle pas assez, puisqu'ici, ce qui intéresse, je l'ai dit au début de l'émission, c'est plus une querelle de positionnement qu'une réponse à des questions de fond. On fait un peu trop des spectacles, trop des choses sur des discours, alors que nous ne prenons pas les défis qui nous attendent tels que nous devions le prendre. C'est mon point de vue. Et donc, quand je choisis, par exemple, pour la question au ministre des Affaires étrangères cette fois, c'est une question d'actualité, ça veut dire que le ministre viendra, il donne les réponses aux questions qui lui sont posées et puis il part. Ce n'est pas les rituels qui parfois suscitent des appréhensions, puisque les ministres, certains, lorsque vous les invitez pour une question orale avec débat, puisqu'il y a cette forme de redoute de l'Assemblée nationale, on pense forcément qu'il y a une volonté délibérée, non, rien n'est tel. Mais il est normal que pour ceux qui gèrent le pays au quotidien, qui viennent expliquer à la représentation nationale où est-ce qu'ils en sont sur la gestion de certaines questions. Pourquoi ai-je posé cette question cette fois-ci au ministre des Affaires étrangères? Puisque vous avez remarqué qu'il y a, en dehors des cas des Brazzaville, qui est un cas un peu plus flagrant et très grave, que l'année dernière, si ma mémoire est bonne, il y a eu un compatriote qui est décédé en Inde dans des conditions qui sont presque similaires à celles qui ont conduit à la mort d'un autre compatriote il y a quelques jours. La question, ce n'est pas que le ministre vienne nous expliquer pourquoi les Indiens sont racistes, mais pour que le ministre vienne nous expliquer quelles sont les dispositions qui sont prises au niveau de nos différentes représentations diplomatiques pour nous assurer que les Congolais qui sont en Inde sont informés de certains comportements racistes qu'ils peuvent voir et que l'ambassade suit de près la situation sécuritaire de nos compatriotes. Les consulats servent à ça. Ici, en République démocratique du Congo, plusieurs fois certainement que vous avez vu des messages circuler sur le net, que tel consulat alerte ses citoyens au sujet de la montée d'une pression à tel ou tel endroit du pays ou tel endroit de la ville. Nous voulons nous assurer que ces mesures sont prises. Nous l'avons vu en Inde, nous l'avons vu en Afrique du Sud, et nous voulons maintenant être sûrs qu'il existe une politique qui protège les Congolais à l'étranger. Monsieur Mouyaya, cette politique d'encadrement des Congolais à l'étranger passe aussi par l'acceptation du leadership interne, c'est-à-dire aujourd'hui on a un problème avec la diaspora qui a du mal à accepter la leadership ici, qui n'accepte même pas que le président Kabila est élu, qui boycotte les institutions de la République, etc. Pensez-vous que ça sera facile? Non, ça veut dire, madame, il faut pas mélanger les choses. Regardez, Donald Trump a les discours qu'il a, mais lorsqu'il est menacé sur Facebook
par un monsieur, un quidam égyptien, et les messieurs a été expulsé des États-Unis. Ça veut tout simplement dire que ce n'est pas puisque nous ne sommes pas d'accord au plan politique que nous devons oublier que l'État existe et que l'État a le devoir de protéger les citoyens, y compris ceux qui sont dans l'opposition contre lui. Et donc aujourd'hui, l'idée, ce n'est pas puisque nos compatriotes à l'étranger, certains ne sont pas d'accord avec ceux qui sont au pouvoir à Kinshasa, que l'État doit les délaisser. Non, c'est des compatriotes congolais qui doivent être pris en charge par l'État et que l'État doit leur donner les réponses à certaines de ces préoccupations, qu'ils soient d'accord ou pas. C'est ça le travail de l'État. Une autre analyse, Patrick Mouyaya, ne pensez-vous pas que le fait que ces compatriotes-là rejettent les différentes représentations diplomatiques dans leurs différents pays respectifs où ils sont, ils doivent aussi attendre un rejet de la part... À ma connaissance, je ne suis pas sûr que les compatriotes qui sont à l'étranger rejettent nos représentations diplomatiques. La preuve, tous les 30 juin, je crois que nos ambassades organisent ces manifestations, des cérémonies auxquelles les Congolais sont conviés. C'est vrai qu'il y a une frange de nos compatriotes qui utilisent la force, puisque vous pouvez avoir des enfants qui sont parfois turbulents en famille. C'est pas pour autant que vous allez les expulser de votre famille. Mais il y a d'autres qui sont pas aussi turbulents, qui sont plutôt d'un tempérament calme, qui discutent. Ce n'est pas, puisqu'il y a eu un groupe de 10, que vous allez finalement caricaturer un groupe de 100 000, que tous sont comme ça. Non, même à ces groupes de 10, il faut donner une réponse. Moi, je dis, puisque très souvent, moi-même, je subis quelques attaques sur les réseaux sociaux et tout ça, et c'est compréhensible, puisque les attentes sont grandes, mais j'ai dit aussi que la haine d'un régime ou de ceux qui sont au pouvoir ne doit pas dépasser l'amour pour la patrie. Puisque ça veut dire que vous pouvez ne pas être d'accord avec le gouvernement en place, encore à moins avec Patrick Mouyaya, mais ce qui doit nous mettre tous d'accord, c'est les Congos, et travailler pour que le Congo avance. Monsieur Mouyaya, une autre procédure parlementaire, c'est la question écrite au ministre du PT Antique, Monsieur Louaka, sur base de la hausse de prix du coût d'Internet. Monsieur Mouyaya, c'est quoi finalement la motivation Non, mais la motivation, elle est toute simple, puisque nous sommes au contact de nos électeurs, et pour ce qui concerne, par exemple, l'accès aux services Internet, vous comme nous utilisons Internet. Nous avons noté depuis le 17 mai une hausse vertigineuse des prix. Pour ceux qui consommaient $100 pour 50 gigas, ils doivent payer désormais $500. C'est juste trop. Il faut que le ministre de PTNT, qui est en charge ces questions, nous explique. Encore que le ministre des PTNT n'a pas toutes les compétences qu'il faut, puisqu'il y a une autorité des régulations de postes, téléphone et communication qui s'occupe de réguler les marchés, la fixation de prix et tout le reste. Mais nous avons commencé par une question écrite pour que le ministre nous explique à l'écrit, nous écrive à l'écrit qu'est-ce qui se passe. Mais justement, avant d'évoluer, Patrick Mouyaya, pourquoi choisir une question écrite au regard d'un problème aussi important et urgent? Le problème, madame, ce n'est pas choisir une question orale ou une question écrite. Le plus important, c'est de trouver la solution pour le peuple. Puisque la question orale, c'est une question qui s'accompagne d'un rituel. Nous sommes presque à la fin de la session. La session se termine dans une dizaine de jours. Les jours que sont réservés pour les contrôles parlementaires, ce sont les journées des mercredis. Comptez ce qu'il en reste. Nous avons pensé utiliser une autre voie qui est moins contraignante pour le ministre, puisque venir répondre à une question orale, ce n'est pas toujours évident, et au regard de leurs agendas, ce n'est pas toujours. Mais nous avons préféré utiliser une voie qui est rapide, qui est douce, qui permette au ministre de nous fournir les explications. Au-delà du fait que le ministre fournit des explications, puisqu'il connaît la finalité de l'action. La finalité, c'est que nous voulons que les opérateurs télécoms reviennent aux coûts initiaux. Puisque s'ils ont pratiqué... C'est ce que vous voulez, mais tout le monde connaît souvent la finalité des procédures parlementaires qui n'aboutissent jamais, malheureusement. Madame, si vous dites que les procédures parlementaires n'aboutissent jamais, c'est puisque nous, les députés, nous n'avons peut-être pas les moyens constitutionnels qui nous permettent de faire aboutir le processus. Nous avons une autorité des régulations. Nous avons un ministère des pétentiques. Nous avons une Assemblée nationale. Nous tous, nous sommes censés travailler au bénéfice du peuple. Il n'y a pas une institution qui doit être plus préoccupée par les sorts de peuple que toute autre institution. Je considère que la revendication que je porte, le ministre des pétentiques doit la porter, puisque lui aussi
doit subir de pression à sa manière. La même chose pour l'autorité des régulations de postes, téléphone et télécommunications. Ils doivent nous fournir des explications. Ce sont sur base de ces explications que nous allons voir quelle action future prendre. Puisqu'il est une chose, madame, quand nous gérons la République, il y a des rituels. Je suis député national, je ne peux pas m'ériger en spectacle pour dire tout de suite, messieurs, baissez les coûts de vos tarifs. C'est même pas sûr que je serai entendu. Mais si j'ai, à travers les explications que nous avions demandées au ministre des PTNTIC, les éléments concrets, ça peut me permettre d'apprécier. Peut-être qu'ils ont raison. Je ne sais pas, je ne pense pas qu'ils ont raison en faisant cette haute vertigineuse. Vous avez dit peut-être qu'ils ont raison. Ça veut dire qu'ils ont raison. Patrick Mouyaya, aujourd'hui, ils n'ont même pas informé la population. Il y a eu aucune information et le peuple est en train de subir. Mais justement, c'est ce qui justifie. Mais comment pouvez-vous dire peut-être qu'ils ont raison? Non, quand je dis peut-être qu'ils ont raison, ça veut dire qu'il faut toujours accorder les bénéfices du doute. Je ne suis pas expert en télécom, ni vous. Je ne suis pas expert en calcul. Ça veut dire que j'accorde le bénéfice du doute pour ne pas les condamner tout de suite, puisque vous connaissez les principes de la présomption d'innocence. C'est pour ça que nous voulons qu'on nous fournisse d'abord des explications. Et sur base de ces explications, puisque ces explications, telles que ma lettre a été formulée, seront détaillées. Et à partir de ces détails, nous verrons par où agir et comment agir. Et c'est sûr que nous irons jusqu'au bout, puisque cette affaire, c'est une affaire qui gronge un peu plus le pouvoir d'achat du Congolais, qui est déjà assez rongé avec les fluctuations que nous connaissons du taux d'échange, les conséquences de la crise financière internationale, entre autres, et du fait que nous n'avons pas diversifié notre économie qui est très tributaire des industries extractives. Donc il est temps pour nous de nous assurer que de ces points de vue, les Congolais ne perdraient pas un seul franc congolais. Mais justement, la question écrite, c'est une procédure parlementaire un peu discrète, si on peut le dire. Comment comptez-vous faire pour, non, ça veut dire faire le compte rendu ça veut dire que populations. Dès lors que je reçois, encore qu'il faut que le bureau de l'Assemblée nationale transmette, c'est ça la procédure, les députés n'ont pas compétence de contacter directement le ministre dans le cadre de cette procédure. Le bureau de l'Assemblée nationale notifiera M. Thomas Luaka. J'espère que c'est déjà fait. Après avoir décidé, bien évidemment, le bureau de l'Assemblée nationale doit notifier le ministre après avoir évalué l'opportunité. Non, ce n'est pas le bureau de l'Assemblée nationale qui évalue l'opportunité. L'opportunité, elle est là puisqu'il y a un problème qui se pose. Le bureau de l'Assemblée nationale peut faire une vérification de la forme, peut-être, et tout ça, mais le fond du problème demeure. Le bureau transmettra à l'intéressé, donc au ministre des PTNTIC, et lui préparera les réponses dans un délai relativement court pour nous permettre d'avoir la suite. Les réponses me parviendront, et les réponses, autant je parle de cette initiative depuis les débuts, autant je suis obligé de rendre compte de l'évolution de la démarche, puisqu'après tout, nous avons une obligation de moyens. Les résultats, nous aurions voulu avoir aussi une obligation des résultats, être sûr que nous atteindrons les résultats, mais à l'atteinte des résultats n'est pas conditionnée par ma seule démarche. Ça veut dire que lorsque le ministre me répondra, nous verrons avec lui, avec les autorités l'autorité des régulations, comment créer ou discuter avec les différents opérateurs pour qu'ils reviennent au coût initial. Encore qu'ici, madame, je ne suis pas très au fait de ce qui se passe à la RPTC, mais je crois que les tarifs Internet dépend un peu d'une entente entre les opérateurs. Ils doivent nous expliquer comment ils font, puisque moi je n'ai pas suivi quelque part, et d'ailleurs la communication n'a pas été bien faite à ce niveau. C'est pour toutes ces raisons que nous nous sommes levés et nous nous lèverons encore davantage pour être sûr que ce n'est pas une tracasserie pour nous piquer. Monsieur Mouyaya, est-ce qu'il est de votre devoir aussi, d'une manière parallèle bien évidemment, de saisir les opérateurs économiques pour essayer d'avoir des informations, s'il vous plaît, des informations sur une éventuelle pression de la part du gouvernement en termes des taxes, peut-être des pressions fiscales? Non, ça veut dire que les taxes, vous savez madame, dans cette affaire, vous trouverez aucun opérateur économique qui ne se plaigne pas des taxes, même quand les taxes ne sont pas assez chargées ou assez élevées. Mais je ne considère pas que ce sera une raison pour cette question, puisqu'ils ont toujours pratiqué ces prix-là. Qu'est-ce qui peut expliquer cette brusque augmentation alors que le pouvoir d'achat s'égrène du fait de la conjoncture? Ils doivent nous dire. Ils ne vont pas nous dire qu'ils travaillent à perte. C'est le gouvernement qui est au-dessus de tout ça, qui gère non, de toute évidence, on a posé la question au ministre, on attendra ses réponses. Exactement. Mais je ne pense pas que le gouvernement ou l'Assemblée nationale, encore moins tout organisme public, travaille contre les intérêts du peuple.
Patrick Mouyaya, la situation sécuritaire est actuellement catastrophique, la situation économique catastrophique, vous venez de parler d'Internet. Je ne suis pas tenté de vous suivre lorsque vous dites que la situation sécuritaire est catastrophique. C'est un constat, vous allez répondre à la question s'il vous plaît. Et aujourd'hui, le Premier ministre qui a été investi par vous, les députés nationaux, Monsieur Mouyaya, vous voyez les actions du Premier ministre, je ne vais même pas parler de son budget quinquennal, au regard de la répartition des budgets en termes des années passées. Monsieur Mouyaya, aujourd'hui, votre conscience vous reproche, vous vous sentez responsable, parce que vous avez aussi une part des responsabilités, de l'avoir investi au Parlement. Non, madame, avant votre question, elle pose plusieurs questions en même temps. Allez-y, vous avez dit la situation sécuritaire est catastrophique. Je ne suis pas totalement de votre point de vue. Quand je regarde le pays dans son immensité, vous savez que le Congo est un pays continent et des efforts, je crois, ont été faits et nous devons savoir apprécier ce qui a été fait pour que la situation soit stable. Aujourd'hui, les problèmes, le ventre mou de la situation sécuritaire, c'est toujours à l'est du pays, et particulièrement ce qui se passe à Béni. Je me souviens d'ailleurs, paix à son âme, que le Papa Wemba avait contribué à une des chansons que j'avais produites pour dire stop à la guerre à l'est. Donc ça fait plusieurs années que ça dure, mais ce qui se passe à Béni... Plusieurs années que ça dure avec le même dirigeant qui n'arrive toujours pas à relever ce défi. Madame, vous savez que la sécurité est une préoccupation quotidienne. Vous savez que vous-même, vous pouvez être un facteur d'insécurité. Vous n'avez jamais vu la police intervenir avant que le trouble ne se commette. Ça veut dire que la police intervient toujours en retard après coup. J'étais en train d'expliquer que la situation dans la province du Nord Kivu a fait l'objet d'une chanson que j'avais coproduite. Et d'ailleurs, Papa Wemba avait glissé la voix dedans, paix à son âme. C'était une preuve de patriotisme. Plusieurs années après, les problèmes demeurent. Mais nous devons nous interroger. Dans la sécurité, les acteurs, le gouvernement a sa part des responsabilités. C'est ce qui a d'ailleurs fait l'objet du débat à huis clos que nous avons eu la semaine dernière avec les ministres de l'Intérieur, de la Sécurité, de l'Environnement, pour qu'ils nous expliquent. Alors, peut-être qu'il y a des choses qui ne pouvaient pas être dites en public, puisque relevant des secrets défense, nous devons creuser, puisque l'Assemblée, la représentation nationale, veut s'assurer que cette question se termine une fois pour toutes. Mais ce qui se passe à Béni, il y a une part de terrorisme. Les terrorismes, ils frappent de quelle manière? Ce n'est pas un affrontement classique où les gens sont dans un coin avec des armes et vous allez combattre un ennemi que vous voyez. L'ennemi terroriste qu'on combat à Béni, ce n'est pas l'ennemi qu'on voit tout de suite. C'est pour ça qu'il y a lieu que le gouvernement se mobilise davantage, puisqu'ils sont mobilisés. Monsieur Mouyaya, vous n'avez pas répondu à la question. J'en arrive. Les mêmes problèmes. J'en arrive. Les mêmes problèmes persistent avec le même dirigeant. Je vous réponds. Je note, puisque au gouvernement dans lequel je travaillais il y a quelques années, il y avait la priorité. La sécurité à l'Est était une des situations prioritaires. Et je crois qu'à l'Est, la situation a été plus ou moins résolue. Mais avant, quand on parlait des Goma, on parlait du M23. Maintenant, on parle des résidus des groupes armés. Il ne faut pas oublier que le Congo est très grand et il y a un groupe de 200-300 personnes qui peuvent réfugier en forêt et qui posent de problèmes. Mais particulièrement, justement, puisque si vous pouvez charger les gouvernements, c'est une chose, mais il ne faut pas oublier que nous avons la MONUSCO avec nous ici, qui est censé travailler de commun accord avec le gouvernement. Mais dans ce qui se passe à Béni, nous pensons que la solution, et nous l'avions avec des collègues discuté avec les gouvernements, le gouvernement doit être plus vigilant, essayer de revoir, s'il le faut, la hiérarchie de ceux qui sont au commandement là-bas, puisqu'il y a aussi beaucoup de complicité. Et dans la sécurité, c'est une affaire de tous. La population et les notabilités des bénis doivent être le premier à dénoncer des mauvais cas et à contribuer pour régler cette question. Je ne pense pas que quelqu'un qui gère le pays, qui gère une province, a un quelconque intérêt à tirer lorsque les compatriotes meurent, puisque les Congolais sont déjà trop morts pour ne plus supporter un seul cas de plus. Une de vos collègues, Mme Bazaïba, a affirmé que le président de la République tuait à Béni. Monsieur Mouyaya, comment jugez-vous cela? Comment jugez-vous cela? Je me réserve de commenter des propos que je n'ai pas suivis, que je n'ai pas entendus. Connaissant Mme Bazaïba, connaissant son engagement pour un combat politique pacifique, je ne pense pas que Mme Bazaïba, même s'il avait dit, au sens direct où il faut le prendre, je ne pense pas. Je pense que peut-être la responsabilité revient au président de la République. C'est lui qui est censé être le garant constitutionnellement de la sécurité de tous les compatriotes. Et je crois qu'il y veille.
Mais lorsque des cas de terrorisme surgissent aux États-Unis, en France ou dans je ne sais quel pays dans le monde, on ne dit pas, Monsieur le Président de la République, c'est lui qui est derrière. Non, pas du tout. Aujourd'hui, pensez-vous que le débat doit être ouvert sur qui doit succéder à Joseph Kabila, Monsieur Mouya, au niveau d'abord de votre parti? Non, ça veut dire que, encore que je ne m'exprime pas ici au nom de mon parti, il y a des options. Il y a eu le premier mandat, le PALU, qui a soutenu le candidat Kabila en 2006. Après le deuxième tour, nous l'avons soutenu en 2011. Les contrats, entre guillemets, courent encore. Le moment venu, les structures du parti s'y prononceront, puisque le processus qui est en cours n'a pas encore atteint son point final. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des écueils, des objectifs, des défis qui doivent être relevés avant qu'on en arrive là. Et les moments venus, les PALU s'assumera par rapport à ses valeurs, par rapport à son idéologie et par rapport à son souci de porter au pouvoir ceux qui sont proches du peuple et ceux qui viendront effectivement pour travailler en faveur du peuple. Au regard de la réalité, aujourd'hui la réalité qui nous prouve à suffisance d'ailleurs que c'est impossible, pratiquement impossible d'organiser les élections dans le délai constitutionnel. Patrick Mouyaya, les Nations Unies pensent d'une manière parallèle, encouragent le dialogue, mais parallèlement pensent que les élections peuvent être organisées dans le délai, l'EUF, etc. Vous voulez que je vous réponde franchement? Je refuse d'être volontairement aveugle, ni de souffrir d'une cécité volontaire. Mais moi, je ne vois pas comment les élections se tiendront dans les délais constitutionnels. Et tout le monde le sait, mais personne n'ose les dire. Et c'est franchement déconcertant que d'avoir de politiques qui ne veulent pas voir la réalité en face et l'assumer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les élections qui arrivent, madame, quel que soit ce qu'on peut en dire, elles doivent être inclusives. Hier, j'ai débattu de la question de l'implication des jeunes avec le président de la Commission électorale indépendante. Vous savez, madame, que de 2011 à 2016, il y a eu à peu près 10 millions de jeunes qui ont atteint l'âge de la majorité. Aujourd'hui, 60% de nos étudiants qui ont étudié normalement, qui sont en deuxième licence, n'ont pas des cartes d'électeurs. Est-ce qu'il faut aller faire des élections où nous voulons une forte implication des jeunes sans avoir des jeunes en relais? C'est leur droit aussi. Après, il faut savoir dissocier les politiques du technique. On va dire que les politiques n'ont pas fait suffisamment preuve de volonté politique. Ça, c'est un autre débat. Mais il y a un débat technique, il y a un débat des justices qui veut que les élections soient inclusives. Le débat technique, le débat des justices, M. Mouyaya, le tout avec un dénominateur commun, c'est la volonté politique, parce que s'il y avait volonté politique, ce débat que vous venez, ces différents problèmes, le problème lié à la technique, etc., devait être résolu 5 ans avant. Ça devait être la priorité de la majorité. En termes de volonté politique, madame, je dois vous dire que c'est clair aujourd'hui que la volonté politique n'était pas assez forte pour organiser les élections. Peut-être, et c'est peut-être là qu'il faut faire aussi les bons débats. Le Premier ministre, qui s'occupe de la gestion quotidienne du pays, doit nous expliquer pourquoi n'a-t-il pas exécuté les budgets pour les élections tels que convenus à l'Assemblée nationale. Vous savez, le Congo est un pays où tout est urgent. Il a fait certainement de choix. Je ne pense pas que les choix qu'il avait faits en ce moment-là, c'était des choix qui étaient contraires aux besoins du peuple congolais. Il devait faire ce choix d'une manière unilatérale. De façon unilatérale. Je veux vous donner un exemple. Je veux vous donner un exemple. Si votre papa ou votre maman à la maison, plutôt que de vous donner à manger, sacrifie les repas, mais estime qu'il faut arranger le toit, puisque quand il pleut, l'eau tombe sur votre lit. Si maman l'a fait qu'elle vous a affamé, après, est-ce qu'il faudra brûler la maison? Ou il faudra tuer maman? Puisque maman n'a pas fait les bons choix à ce moment-là. Aujourd'hui, madame, c'est dont on parle, c'est les élections. Et il est question de faire un dialogue. Le dialogue qui est censé aboutir, qui est censé porter
sur l'organisation des élections. Je vais terminer mon raisonnement. Les élections, qu'est-ce à dire? Les élections, ça veut dire que le peuple vient exprimer son suffrage. Le peuple vient sanctionner. Et que tous ceux qui ont, de près ou de loin, retardé cette sanction populaire, le peuple va les avoir. Puisqu'ici, il est clair que le mot d'accession au pouvoir, c'est les élections. Et les élections, c'est un moyen de sanction. Patrick Mouyaya, vous venez de parler du dialogue qui devait se tenir depuis la mise en place du comité préparatoire qui devait être mis en place depuis. Ça traîne toujours. Aujourd'hui, les élections sont presque conditionnées par la tenue du dialogue national. Aussitôt que le dialogue national va traîner, il n'y aura pas élection. Madame, c'est une perte de temps. C'est mon point de vue. Puisque ceux qui ne veulent pas du dialogue, quelle est l'alternative qu'ils proposent? Puisque si ces dialogues dont on parle, je me souviens du discours du président du 28 novembre de l'année dernière, si dans les 6 mois que nous avons là, plus ou moins perdus, si dans les 6 mois que nous avons perdus, ces dialogues s'étaient tenus, on n'en serait où aujourd'hui avec les processus électoraux? Je vous ai dit, moi, je ne veux pas souffrir d'une cécité volontaire. Je peux comprendre que certains acteurs de l'opposition veuillent faire pression, veuillent obtenir plus de garanties. Mais je ne peux pas comprendre qu'ils ne s'engagent pas vite dans les schémas du dialogue, dont tout le monde parle. Les Nations Unies, l'Union européenne, tous les partenaires internationaux pensent qu'il faut aller au dialogue. Effectivement, il faut aller au dialogue. Mais en même temps, ils parlent du respect du délai constitutionnel. Oui, mais c'est justement, moi je vous dis, il faut situer ce qui est la pression et ce qui est réel. Je veux bien qu'on parle du respect des délais constitutionnels, mais regardez aujourd'hui, lorsque hier, M. Corneille Nangaa nous expliquait les différentes étapes qui doivent conduire à la tenue des élections, c'est clair qu'il y a dépassement de délai. Mais madame, est-ce que s'il y a dépassement des délais, puisque là les dépassements des délais sont inévitables, quels que soient les cas de figure, est-ce pour autant qu'on doit penser, certains doivent penser que nous devons être debout pour contrecarrer ceux qui vont descendre dans la rue et créer des situations, des chaos? Vous avez vous-même ici parlé d'une situation économique chaotique. Est-ce qu'il faut replonger les pays dans un état de stress comme celui-là? Pourquoi nous, élites ou politiques congolais, ne faisons pas preuve de responsabilité vite en disant d'abord la vérité au peuple? Puisque, en définitive, c'est le peuple qui tranchera. Et si le peuple estime qu'il doit sanctionner ceux qui n'ont pas été ou ceux qui n'ont pas œuvré pour qu'il exerce son droit de voter dans les délais, le peuple les sanctionnera dans les urnes. Et les pays avanceraient davantage. S'il y a eu mauvaise foi, le peuple est vigilant, le peuple voit tout. Monsieur Mouyaya, vous voyez comment est-ce que le politique traîne les pas. Vous venez de dire qu'il faudrait aller au dialogue, etc. Et aujourd'hui, l'UDPS, ce parti, d'ailleurs, principal qui doit venir au dialogue, ne fait que multiplier le préalable. Monsieur Mouyaya, je reprends ma question. Aussitôt que le dialogue tardera à venir, les élections n'auront pas lieu. Madame, je crois, je ne travaille pas à la Commission électorale nationale indépendante. Non, puisque la Commission électorale nationale indépendante elle-même encourage les politiques à dialoguer. Les élections sont trop importantes et trop précieuses pour n'être gérées que par la CENI. Il y a des options qui doivent être élevées au niveau politique, il y a des lois qui doivent être adoptées au niveau de l'Assemblée, il y a des moyens qui doivent être mobilisés. Les gouvernements essaient de faire sa part, mais hier, je n'ai pas entendu le président de la CENI me dire que la communauté internationale qui doit mettre la main à la pâte a déjà mis suffisamment la main à la pâte pour que nous allions vers ces élections qui vont coûter les milliards. Le moment est venu, il faut quitter les postures. C'est vrai, après c'est ça s'appelle de la politique. C'est celle que moi je ne veux pas pratiquer pour le Congo de demain. On veut faire pression, on veut monter les enchères, mais en même temps il y a des responsabilités qu'il faut tirer. Puisqu'ici, madame, il faut regarder le peuple et son profit. Moi j'observe. Je subis des pressions de mes électeurs qui veulent voter, mais je note aussi que les partis politiques, majorité comme opposition par ailleurs, ne sont pas en mesure de mobiliser le peuple pour l'une ou l'autre cause. Il faut regarder les manifestations quand on le voit. Ça justifie pour nous politiques. Ça doit être une interpellation, cette position du peuple. Une interpellation qui nous dise « allons à l'essentiel ». Le peuple congolais veut voter. Le peuple congolais veut aussi la paix. Le peuple congolais n'a pas besoin
de retrouver des années d'instabilité. Et ces pays, madame, après la flèche qui a commencé à monter, moi je ne veux pas que cette flèche commence à décroître à cause des caprices des hommes politiques. Les pays appartiennent à tout le monde. Monsieur Mouyaya, à la fin du dialogue, probablement, il y aura des résolutions issues des discussions politiques et le dialogue national. Et c'est que la Constitution déjà dit. Selon vous, qu'est-ce qui va arriver? Madame, moi je ne sais pas anticiper sur l'issue du dialogue, mais ce qui est attendu de ces dialogues, c'est quoi? C'est un calendrier électoral communément convenu, c'est un processus de financement d'élections crédible et transparent, où tous les partenaires s'engagent de manière claire et visible, et on y va vers les élections. Les restes, c'est un problème politique qui doit trouver une solution entre politiques. Ici, le problème, c'est que fort malheureusement, on a tendance à utiliser les droits pour régler des problèmes politiques. Mais moi, je suis de ceux qui pensent que lorsque le problème est politique, il faut lui trouver des solutions politiques. Mais aujourd'hui, on a un problème politique, c'est que le président de la République qui devait partir après son mandat va avoir quand même une période de glissement. Mais ce problème politique doit être réglé par un problème, par une solution... par une solution de droit constitutionnel, s'il vous plaît, laissez-moi finir. Le droit constitutionnel, je cite l'article 70. Madame, vous savez, je l'ai dit plusieurs fois sur les réseaux sociaux, c'est mon point de vue. Après, je ne suis pas juriste. Les débats sur l'article 70, c'est un débat purement politicien. À mon avis, les débats ne devraient pas se poser. On ne parle pas du débat. Les débats ne devraient pas... On parle de l'article, de l'esprit de l'article. À mon avis, les débats ne devraient pas se poser. Mais puisque nous assistons à un débat politicien, les débats se posent. C'est simple. Il faut recourir peut-être aux archives de ceux qui ont coécrit cette constitution, qui nous disent, alors cette fois-là, sans un regard politique, qui nous disent quel était l'esprit au moment de cette élaboration. Moi, j'ai discuté avec beaucoup qui ont rédigé la constitution en cours, à l'époque comme journaliste, maintenant comme député, un peu plus tard. Il faut que le politique congolais dise parfois les choses telles qu'elles sont. Monsieur Mouyaya, la question, pas seulement ça, mais pourquoi d'ailleurs cet article-là existe si le problème a été résolu et que le président de la République allait partir ou on allait constater la vacance, pourquoi l'article 70 existe? C'est ça la question. Non, madame, les constituants a fixé des choses. Mais lorsque vous faites face à la réalité, qui n'est pas toujours la réalité voulue par les constituants, vous faites quoi? Nous avons vécu sous la polémique de 40% ici. Mais la vérité, c'est que si la Constitution devrait être pleinement respectée, beaucoup de provinces disparaîtraient. Alors après, je reviens encore à ce que je disais tout à l'heure, il faut éviter de faire le politicien partout et dans tout. Il faut parfois privilégier l'esprit qui a prévalu au moment de la rédaction de la Constitution. Patrick Mouyaya, vous allez regarder la caméra, on va terminer en perspective. Comment voyez-vous la date du 1er janvier 2017? Vous allez regarder la caméra. Mais le 1er janvier 2017, je suis sûr que les Congolais célébreront ce jour-là pour célébrer la Saint-Sylvestre, la nouvelle année, aller au travail avec beaucoup plus d'optimisme et beaucoup plus d'assurance à l'avenir. Avec ou sans Joseph Kabila à la tête du pays? Mais pour moi, c'est pas une question qui se pose. Mais la question n'est pas. Vous n'êtes pas journaliste là, monsieur Mouya. C'est une question avec ou sans Joseph Kabila. Moi, je ne pense pas que la question devrait se poser de cette manière-là, puisque la réponse elle est évidente. Merci, monsieur Mouyaya, d'avoir répondu à notre invitation. Nous rappelons que vous êtes député national, élu de la FUNA, député du PALU, bien évidemment. Mesdames, messieurs, à vous également un grand merci de nous avoir suivis. Le regard de ce soir a été rivé sur Patrick Mouyaya. Il est député national, comme je viens de le dire, élu de la FUNA, député du PALU. L'émission de ce soir a élaboré de divers sujets d'actualité comme toujours, le processus électoral, le dialogue national, mais aussi l'interprétation de l'article 70. J'ai été très ravie de vous présenter cette émission que vous allez suivre en rediffusion demain, samedi, 10h. Vous allez suivre sur www.dossierdafrique.com, sur la page Facebook Dossier d'Afrique, sur la page Facebook Barbara Nzimbi. Vous allez suivre cette émission sur www.congweb.cd. D'ici là, portez-vous bien.
bien, restez avec nous. Je vais vous retrouver vendredi prochain avec le même plaisir si Dieu le veut.